Donc bonjour à tous. Donc Dominique Frère, vous êtes professeur d'archéologie et d'histoire ancienne à l'Université de Bretagne Sud. Vous êtes membre du laboratoire TEMOS, donc Temps, Monde, Société. Vous êtes spécialiste de l'étude des céramiques, des parfums, des étrusques ainsi que des produits biologiques comme le fromage. Vous avez écrit et co-dirigé de nombreuses publications tout au long de ces dernières années, comme par exemple l'archéologie méditerranéenne et proche orientale dans l'ouest de la France, du mythe des origines à la constitution des collections en 2008, ou encore l'archéologie expérimentale pour l'identification des modes de production et de conservation des fromages romains en 2022. Vous avez été responsable de 3 programmes de recherche financés par l'ANR, donc il y a Péramo, parfums et résidus huileux de la Méditerranée occidentale, donc de 2007 à 2010, et Magie, manger, boire, offrir pour l'éternité en Gaule et Italie pré-romaine de 2013 à 2017. Et depuis l'année dernière, un autre projet ANR qui est Géprico, rite de commensalité gaulois, étrusque et phocéen. Donc, votre livre qui nous réunit aujourd'hui est paru en janvier 2024 aux presses universitaires de Rennes dans la collection Épure, comme Madame Mel le disait précédemment. Il s'agit d'une collection récente lancée en mai 2023. Son originalité est de publier pour un public de non-spécialistes des ouvrages d'un petit format, environ de 120 à 150 pages. L'Épure avait pour objectif, en créant cette collection, de rendre largement accessible la recherche dans tous les domaines des sciences humaines et sociales. On y trouve principalement des sujets de société et des sujets qui fascinent le grand public, avec par exemple quelques titres comme Au commencement du cinéma de José Moore, ou encore Serge Gainsbourg, S'écrire, écrire de Pierre-Julien Brunet. Nous allons commencer donc avec quelques questions générales. Première question assez générale et globale qu'on pose régulièrement. Pour quelles raisons avoir publié au Pur et notamment dans la collection Épure ? Tout simplement le hasard. Donc un collègue de l'université de La Rochelle m'a parlé de cette collection Épure. Voilà, sur le coup, je n'ai pas vraiment réagi. Et puis c'est seulement après une longue réflexion et puis que je me suis dit tiens, pourquoi pas proposer de faire un petit essai, sur la forme d'une synthèse, justement sur l'histoire, parce que là c'est vraiment une synthèse sur plusieurs milliers d'années, sur l'histoire du fromage antique, mais en dépassant la période antique pour aller jusqu'au Moyen-Âge. Voilà, mais on va dire que c'est quand même un peu le hasard qui a fait, comme souvent en fait. Très bien, parce que justement, par rapport à ce livre qui comporte donc 120 pages en tout, on se rend compte que vous avez fait le choix de parler du fromage de manière assez générale dans votre œuvre, de façon moins détaillée que dans vos habituelles publications scientifiques donc. Et donc, à quel type de public est destiné ce livre et pourquoi avoir choisi de publier pour ce type de public En fait, aussi, tout dépend aussi de l'état de la question. Il y a eu un livre qui a été publié récemment, un livre d'archéologie du fromage, donc le fromage en Gaule, et qui concerne en fait une grande partie de l'Antiquité. Et un livre qui est très bien fait, qui est très bien construit, qui est vraiment un livre, je dirais, pour les archéologues et pour les historiens. Donc il était hors de question de refaire ici une publication, de proposer à nouveau une publication qui avait déjà été très très bien faite. Donc là, ici, c'est parce que justement, ça permet de s'affranchir de certaines règles universitaires. Quand on m'a dit, la bibliographie doit être très limitée, il ne doit pas y avoir de notes ou très peu de notes. C'est vrai que ça ne correspond pas à notre culture scientifique, à notre culture universitaire. Et au départ, évidemment, ça m'a posé des problèmes. Et puis, en fait, je m'aperçois que c'est une beaucoup plus grande liberté. Que de ne pas avoir tout cet appareil scientifique, tout cet appareil critique ici. Donc on peut s'affranchir de certaines règles et aller au-delà justement même parfois de notre spécialité, puisque là je parle du fromage à l'époque médiévale, donc je me permets ici de franchir des frontières qu'on se fixe soi-même, des frontières, on va dire, chronologiques et institutionnelles, mais sur un sujet comme celui-ci, le fromage, je trouvais que justement c'était bien de travailler sur la très très longue durée.
Justement, vous avez parlé des notes de bas de page et de la bibliographie. Est-ce que c'est un format qui vous a plu d'écrire différemment justement du format qu'on trouve en histoire, notamment par rapport justement aux notes de bas de page, aux citations que vous avez peut-être dû restreindre, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu dans un format moins habituel ? Je dirais oui et non. Ici, il y a quand même une limite, une restriction, c'est vraiment un petit ouvrage. Et à un moment donné, justement, quand on traite de ce type de sujet, on aurait envie de se faire plaisir et d'écrire un ouvrage de 400-500 pages. Donc du coup, ça m'a donné l'idée de le faire. Mais donc, ici, oui, c'est la première limite. Mais en même temps, c'est un bel exercice de synthèse, un exercice d'écriture, un exercice de synthèse, donc auquel, moi, en tant qu'universitaire, je n'étais pas habitué. J'ai des collègues qui y sont habitués, mais c'est vrai que pour moi, ça a été une découverte, que ce type de format. On a parlé de la collection Épure. Est-ce que c'était un choix de votre part de prendre cette collection ou est-ce que c'était un choix de l'éditeur? Parce qu'on sait que dans la collection Épure, c'est plutôt l'éditeur qui vient démarcher, entre guillemets, des historiens ou autres, des spécialistes pour écrire. Là, c'est moi qui ai fait la proposition. Mais après, c'est vrai que quand on participe par exemple, à certains salons des livres et autres, on a des propositions donc d'autres éditeurs non universitaires. Mais justement, je pense que pour le prochain, je ferai appel à d'autres éditeurs non universitaires. Pourquoi ? Parce que donc ça permet aussi de toucher d'autres publics. Parce que là, j'étais au Salon de l'Agriculture donc il y a 15 jours et dans une librairie culinaire spécialisée. Et quand je leur ai dit que c'est la première fois que j'écrivais un ouvrage grand public, ça les a fait rire. Ça les a fait rire parce qu'ils m'ont dit « mais ton ouvrage n'a strictement rien de grand public ». Ils m'ont dit c'est quand même un public, c'est comme une niche, c'est un public d'érudits, un public spécialisé. Et elle était très étonnée d'en avoir vendu 9. Mais elle me disait, par rapport aux ouvrages que je vends d'habitude, non, elle m'a dit ce n'est pas un ouvrage grand public, c'est quand même un ouvrage spécialisé. Les deux prochaines questions sont surtout sur le format de l'ouvrage. Donc d'abord, pourquoi avoir choisi ce titre et ce sous-titre à votre livre ? Ah oui, là aussi c'est un peu le hasard. Un titre c'est toujours difficile. Soit on le trouve tout de suite, soit on met du temps à le trouver. Après, fromages antiques, c'est simple. Voilà, c'est la simplicité. On va directement ici, on comprend tout de suite quel est le sujet, en sachant que le titre est mensonger. Donc c'est ça aussi qui m'a posé problème, le titre est mensonger, parce que je ne parle pas de tous les fromages antiques. Il y a quand même deux immenses périodes que j'oublie, c'est le monde mésopotamien, le monde égyptien, par exemple. Mais si je mettais le monde mésopotamien et le monde égyptien, ça ne pouvait pas tenir dans une petite... Donc après, si j'avais mis les fromages dans le monde grec et romain, ça aurait eu moins d'impact que fromages antiques. Et puis à la recherche des fromages disparus, là c'est pour faire. Là c'était pour essayer de faire grand public. Et pour la deuxième question, donc sur la présentation du livre, pourquoi avoir choisi cette couverture à votre ouvrage ? Ce n'est pas moi qui ai choisi cette couverture, moi j'en avais choisi une autre. Donc c'est une photo que j'avais prise au Musée national romain et puis j'avais demandé à un graphiste donc de me faire la couverture et en fait c'est l'éditeur qui a préféré prendre la photo. Donc à l'origine c'est pas moi qui avait choisi, mais il trouvait la photo très très belle, ce qui est le cas. Et donc moi j'aimais bien le dessin aussi, mais Mais voilà, donc je n'avais pas d'opposition non plus, dans le sens où la photo est très très belle. Oui. D'où vient votre goût pour les fromages et qu'est-ce qui vous a décidé à en faire un livre, même si vous l'avez un peu expliqué avant ? Le goût pour le fromage, là aussi, c'est un peu le hasard. Quand on a une carrière d'universitaire, d'enseignant-chercheur,
on voudrait toujours faire croire qu'il y a le même fil conducteur, qu'on a décidé dès la thèse de mener telle carrière, donc avec telle thématique. Mais en fait, il y a de très nombreuses thématiques qui s'ouvrent à nous au fur et à mesure de notre carrière. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai travaillé sur l'archéologie d'origine proche orientale en Bretagne. C'est une thématique qui n'a strictement rien à voir. Alors à l'origine, je suis céramologue. Alors ça, la thématique se rapproche parce que ce que vous voyez devant, donc ça concerne la céramologie. Mais le fromage, c'est totalement un hasard. Je mangeais du fromage et j'en mange beaucoup plus maintenant. Donc, mais c'est pas ça, ce n'est pas vraiment ça. C'est en fait que comme je travaillais sur les parfums antiques, ça c'était vraiment une thématique que j'avais déclinée à partir, on va dire, de la fin des années 90. Dans nombre de nos résultats d'analyse, donc on a du lait et produits laitiers. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé au lait dans l'Antiquité et aux produits laitiers. Et puis pour me poser la question, que vient faire du lait, que viennent faire des produits laitiers dans donc des huiles médicinales et des huiles parfumées. Et c'est progressivement que je me suis intéressé aux produits laitiers en général et au fromage, et en m'apercevant que, et c'est rare quand même dans notre domaine, que là il y a donc un vide dans la recherche, c'est-à-dire que le fromage, on va mettre les produits laitiers en général, parce qu'il n'y a pas que le fromage, évidemment, on va mettre le beurre, on va mettre les laits fermentés, on va mettre tous les types de fromages aussi. Donc est très connu, il y a eu de très très nombreux articles, de très nombreux ouvrages pour la période industrielle, et on va dire surtout du 18e jusqu'à la période actuelle, mais toujours j'ai de très nombreux collègues que là j'ai amplement rencontrés depuis 2 ans, qui travaillent donc en économie, en anthropologie, en sociologie. Par exemple, très nombreux collègues qui travaillent sur les femmes dans la production fromagère, on va dire depuis le 19e siècle. Évidemment, les thématiques qui n'auraient pas existé il y a seulement 10 ans. Mais pour les périodes les plus, je dis anciennes, c'est-à-dire en particulier le Moyen-Âge, l'Antiquité, la préhistoire, très peu de choses. Si ce n'est, mais je dirais c'est toujours la même chose pour le néolithique et le début du néolithique, avec un nombre fou d'analyses. Pratiquement tous les mois, on a de nouvelles publications d'analyses dans des revues très très connues, mais c'est toujours pour la même période, c'est-à-dire le début du néolithique, et c'est toujours cette notion du début. Qui a inventé le fromage, à quelle époque naît le fromage. Et on a un nombre fou d'articles, parfois contradictoires, mais ça, on va dire, c'est la recherche. Mais par contre, sur les périodes que moi je vais qualifier de récentes, donc c'est-à-dire pour période grecque, pour période étrusque, pour période romaine, la proto-histoire, période celtique, en ce qui concerne l'approche technologique, je dis bien technologique, là, il n'y avait pratiquement rien de fait. Et très peu d'analyse pour ces périodes. Quant au Moyen-Âge, c'est la même chose. À part la fin du Moyen-Âge, pour laquelle nous avons beaucoup plus de sources écrites et iconographiques. Mais tout ce qui est donc le haut Moyen-Âge, par exemple, c'est très très peu très très peu documenté. Donc là, il y a vraiment donc un vide dans nos connaissances. Et puis des choses aussi simples, de quand datent les différents fromages que l'on connaît, et puis différentes évolutions techniques du fromage, de quand datent-elles. Et l'archéologie peut donner des réponses. Pour continuer, l'alimentation en histoire et surtout en archéologie est un sujet de plus en plus étudié. Comme on l'a vu au travers de vos nombreux projets d'archéologie expérimentale, par exemple, mais le sujet du lait et du fromage reste relativement peu étudié. Pourquoi y a-t-il si peu de travaux d'historiens sur le sujet ? Alors, il y a des travaux d'historiens, beaucoup moins de travaux d'archéologues, mais les historiens, évidemment, exploitent les sources que je vais qualifier de classiques en histoire. On va dire les sources textuelles, les sources iconographiques, sauf que pour l'Antiquité et
pour une grande partie du Moyen-Âge, les sources iconographiques sont sur le fromage même, donc sont très très rares. Tout ce qui est donc les ustensiles, tout ce qui est matériel technique n'apparaît pas ou très très peu donc dans l'imagerie. Et au niveau des sources textuelles, c'est la même chose. Toute l'approche technique en fait, et en particulier les ustensiles utilisés, ne sont que très peu traités dans les sources antiques et médiévales. Et cela apparaît à partir surtout du XVe siècle. Et à partir du XVe, XVIe, on va avoir des traités. Des traités de fromagerie, mais auparavant, donc on a très peu de sources. Or, le problème du fromage, et on va dire le problème du lait en général, c'est que, évidemment, si là je laisse ce fromage ici dans cette pièce, vous imaginez ce qu'il en restera dans 2000 ans, donc il n'en restera pas grand-chose. Donc c'est pour ça en fait que les archéologues donc n'ont que très peu traité le sujet jusqu'à une date très très récente, tout simplement par manque de sources matérielles. Alors, au niveau des sources matérielles, évidemment, on a tout ce que vous avez devant vous, c'est-à-dire des faisselles, donc c'est-à-dire des vases égouttoirs avec de très très nombreux orifices. Mais il faut savoir que le problème, c'est que les faisselles en terre cuite, en céramique, sont très rares. Elles étaient d'abord et avant tout donc en vannerie, et elles étaient d'abord et avant tout en bois. Ce qui fait que là aussi, hormis quelques exceptions, donc on a très très peu de sources. Et donc la question, c'était, la problématique, c'était de savoir que peut-on avoir comme données. Là, je ne vais pas seulement parler de sources parce que on intègre les données d'analyse de laboratoire justement pour approcher la réalité du fromage antique. Alors, et au niveau des sources textuelles, alors bien sûr qu'on a les sources, pour l'Antiquité, on va dire qu'on a les sources textuelles que l'on connaît bien, mais donc pour les peuples sans écriture ou qui utilisaient l'écriture de manière différente, comme les Gaulois par exemple, ou des peuples qui connaissaient l'écriture mais pour lesquels on a perdu une grande partie de la documentation, comme les Étrusques ou les Phéniciens par exemple, eh bien, quelle était la place du fromage. En fait, on en a strictement aucune idée par les sources textuelles, sauf ce que vont nous dire certains auteurs, en particulier romains, qui nous disent que les barbares ne savent pas faire le fromage, alors qu'on a les sources archéologiques qui prouvent le contraire. Donc c'était pour essayer donc de commencer à combler ce vide donc dans nos connaissances. D'accord, merci. Pour finir sur les questions assez générales, dans votre ouvrage, il y a peu d'iconographie sous forme de cahier central avec des images en couleur, comme vous pourrez le voir après dans le petit livre. Et il y a des dessins, sans doute créés pour l'occasion. Avez-vous choisi les dessins du livre ou est-ce une demande de l'éditeur? Non, là c'est moi qui ai choisi les dessins, oui. Ok, parce que sinon, pourquoi avoir décidé de mettre ces dessins et non pas des photographies de sources comme des photos de vases ou de mosaïques par exemple? Alors les dessins, on va dire c'est un peu opportuniste puisqu'on a fait une exposition donc sur l'archéologie du fromage. Et une exposition qui circule en différents endroits. Et en fait, j'ai récupéré les dessins donc faits donc à l'occasion de l'exposition. Après, pourquoi utiliser des dessins plutôt que des photos? Je dirais pour des raisons bien matérielles. C'est-à-dire que là, au niveau des photos, vous voyez qu'il y a un cahier central. Par rapport à ce type de publication, on est limité par les photographies. Alors que les dessins sont considérés comme du texte. Voilà. Et là, alors par exemple, les photos, c'est vrai qu'il y a peu de photos, mais ces photos, par contre, ici en particulier les photos des terres cuites venant du British Museum, donc on les voit peu. Et là aussi, je dirais aussi qu'il y a des raisons. Il y a des raisons de droit aussi. Le British Museum fait payer très très cher les droits photographiques. Donc voilà, j'avais droit à un nombre limité de photographies. C'est pour ça que j'aimerais bien faire un plus gros ouvrage avec là tout un ensemble, tout un corpus photographique, évidemment, qui serait très très intéressant. Donc pour les questions un petit peu plus précises sur l'ouvrage, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais votre ouvrage a pour titre Fromage antique, mais vous y traitez d'une chronologie qui est bien plus large. Et plus précisément, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette chronologie et pourquoi vous l'avez choisie?
Alors, quelle est cette chronologie? Oui, parce que j'aurais pu partir du début du néolithique et puis traiter toute la préhistoire et toute l'Antiquité. J'ai fait le choix contraire, en fait, de traiter l'Antiquité et le Moyen-Âge. Alors, pourquoi? Je dirais pour différentes raisons. C'est qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Et puis, quand on a un ouvrage de seulement, on va dire, une petite centaine de pages, bon, ce choix, évidemment, est très, très limité. Et j'avais commencé à écrire sur le néolithique, et puis le sujet est tellement passionnant, tellement riche, que du coup je me suis dit, j'arriverai jamais à faire juste 2-3 chapitres sur le néolithique. Donc j'ai préféré partir de l'Antiquité, d'autant plus que le néolithique, ça nous emmène évidemment dans des mondes très très différents, zones géographiques aussi très différentes, et puis avec de nombreux aspects techniques aussi qui étaient très très complexes à traiter. Donc c'est pour ça que j'ai préféré parler, donc peut-être c'est peut-être une facilité aussi, donc partir d'abord et avant tout du texte d'Homère. Voilà, donc 8e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je pense pour le grand public c'est parlant. Donc le texte d'Homère. J'aurais été obligé de commencer le livre par des aspects techniques parfois très très complexes, et donc je me suis dit partir du texte d'Homère, c'est quelque chose. Je pense là on peut dire que c'est grand public, l'épisode homérique donc est vraiment très très connu quand même par une très grande partie, une partie du grand public. Donc pour moi c'était quelque chose de fort, et puis surtout parce que comme je suis vraiment ancré dans la Méditerranée, et puis j'ai retrouvé par rapport au texte d'Homère, par rapport à l'œil unique, c'est ça en fait qui a été le déclencheur pour moi. C'est quand donc j'ai appris par un Corse lui-même qui m'a raconté donc cette histoire, donc de celui qui sait faire un bon fromage, c'est celui qui a l'œil, qui parle de l'œil unique du fromager. Alors ça, évidemment, tout de suite, j'ai fait le rapport avec le texte homérique, avec le Cyclope, et je me suis dit, l'œil unique du Cyclope, alors évidemment, c'est ni une hypothèse, c'est juste un rapprochement que je fais, c'est l'œil du fromager, en fait, de celui qui a l'œil pour faire, c'est-à-dire faire un bon fromage, ça ne s'explique pas d'une manière technique, il faut avoir l'œil. Donc et pour moi, j'ai mis ça en rapport avec l'œil unique du Cyclope. Et donc, plutôt que d'en faire un être monstrueux, donc d'en faire un être qui connaît très bien un savoir-faire. Et donc, c'est le Cyclope qui est le Cyclope fromager, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis parti du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, je voulais m'arrêter à la fin de l'Antiquité. Et puis, le problème, c'est que, justement, à un moment donné, c'est difficile de s'arrêter à la fin de l'Antiquité. Donc, je me suis permis de franchir les frontières, mais en sachant que ces frontières sont institutionnelles et artificielles, les frontières chronologiques. Et à un moment donné, qu'on parlait d'un changement, parce que le questionnement était celui-ci. On change progressivement de monde, bien entendu, mais est-ce que le fromage change? Question aussi bête que ça. Et à partir de quand les fromages que l'on connaît actuellement apparaissent? On sait que c'est au Moyen-Âge. Mais est-ce qu'il y a la possibilité de dater, par exemple, les premiers bleus, le Roquefort, et ainsi de suite? Est-ce qu'il est possible de le dater? Et là, donc, on peut faire appel donc, aux sources médiévales. Vous avez parlé de la géographie un peu large, et justement, quelles sont les cultures et les civilisations qui sont concernées par la fabrication et la consommation de ces fromages? Alors, je ne veux pas parler des cultures pour le fromage en général, parce que là, du coup, elles sont multiples, puisque, évidemment, là aussi, au niveau géographique, il y avait aussi un autre choix. Là, j'ai fait le choix de l'Europe et de la Méditerranée, mais évidemment, on peut parler du choix, on pourrait partir de la Mongolie, donc jusqu'à l'Europe occidentale. Et ça aussi, c'est des choses qui sont très passionnantes. Pourquoi est-ce qu'il y a des peuples à lait et à fromage, et pourquoi est-ce qu'il y a des peuples sans lait et sans fromage? C'est aussi une approche culturelle, mais qui est tellement complexe, qui est tellement riche que voilà, c'est un sujet à part entière. Mais là, donc, j'ai choisi trois cultures. Donc, la culture grecque, la civilisation grecque, civilisation romaine, et puis le monde celtique
en général, c'est-à-dire, on va dire, la civilisation gréco-romaine et le monde barbare. Après, c'est aussi un choix, parce qu'on a des choses, alors aussi, parce que tout a écrit, le monde ibérique, où là aussi, au niveau du fromage, en fait, quand là, j'ai participé à un colloque là, au mois d'octobre à Santander, et puis là, les archéologues espagnols ils disent mais le sujet est passionnant, nous on a ça, nous on a des faisselles qui datent de cette époque, il faudrait à tout prix les étudier, faire des analyses et ainsi de suite. Donc le monde ibérique, le monde phénico-punique, alors phénico-punique d'Afrique du Nord, de Sardaigne, bon, on a de multiples cultures de l'Antiquité, je dirais à la fois méditerranéenne et européenne, qui fabriquaient du fromage. Et des fromages différents. Mais à un moment donné, il faut aussi faire des choix. Alors, j'ai fait le choix de la facilité aussi. Bon, monde gréco-romain, je n'ai même pas ou très peu parlé des Étrusques. Parce que là aussi, le problème, c'est que quand on connaît trop bien le sujet, on ne peut pas écrire 100 pages quand on a envie. Donc ça, je me le suis réservé pour plus tard. Donc le monde étrusque. Mais voilà, je me suis dit entre le monde gaulois, grec et romain, déjà c'est pas mal. D'après les fouilles archéologiques, dans quelle région du monde les premiers fromages ont-ils été créés? Alors ça, je dirais, c'est aussi le grand apport de l'archéologie, c'est qu'on fait toujours, et on fera toujours des découvertes, donc qui vont contredire les découvertes précédentes. Donc, alors les fromages, donc les plus anciens, donc que l'on a, bon, c'est pas non plus si surprenant que ça. Alors, je parle des fromages encore conservés sous une forme ou une autre. Donc c'est en Égypte et en Chine qu'on a les fromages les plus anciens. En ce qui concerne le matériel de fromagerie, bon, comme les faisselles. Par exemple, bon, on a des faisselles qui remontent au 7e millénaire. Mais après, là aussi, il faut être sûr et certain que cette catégorie de céramique, c'est-à-dire ce que moi j'appelle des vases filtres ou des vases égouttoirs, est réellement servi à filtrer, à égoutter, donc le petit lait. Et donc, il faut faire forcément des analyses chimiques pour en être sûr. Mais donc c'est le 7e millénaire, sauf que là, du coup, on fait appel à d'autres spécialistes. Peut-être connaissait-on le goût du fromage dès le Paléolithique. En fait, dès le Paléolithique. Et là, il faut faire appel à d'autres spécialistes donc pour savoir comment, au point de vue technique, il serait possible de faire du fromage avec du lait de vache sauvage. Par exemple, est-il possible de traire une femelle au roc? Des questions aussi bêtes que cela, mais auxquelles donc certains collègues vétérinaires ou spécialistes de zoologie peuvent répondre. Et si on ne peut pas traire de vache sauvage, est-ce qu'il y a une autre manière d'avoir du lait? En dehors du lait humain, évidemment. En dehors du lait humain. Et en fait, la réponse est que oui, on a la possibilité d'obtenir du lait. Donc, et puis, dès que vous laissez donc le lait ici à l'air libre, il va fermenter. Donc, le fromage se fait naturellement. Donc, peut-être que le goût du fromage était connu. Donc, bien avant le néolithique. Mais le problème, c'est qu'il faudrait avoir des céramiques pour pouvoir faire des analyses. Justement, comment est-ce que vous expliquez que les fouilles archéologiques soient une source aussi importante pour un élément comme le fromage, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un périssable qui disparaît avec le temps. Ça peut paraître étonnant d'avoir comme source principale les fouilles archéologiques. Je dirais heureusement qu'on a les fouilles archéologiques, et après, donc il y a des exceptions, donc il y a des surprises. Et j'ai des très très belles surprises. Un fromage byzantin, donc d'une épave du port de Rhodes. Donc on a une outre en cuir qui est remplie jusqu'à ras-bord de fromage, 12e siècle. Donc là, on a quand même des choses. Et ce type de découverte, on en fera encore. Alors, mais ce n'est pas forcément ça qui nous apporte le plus d'informations.
Alors bien sûr que, alors moi évidemment quand je vois ce genre de découverte, la première fois que j'ai vu qu'on avait découvert ce fromage, bon, j'étais fou. Puis tout le monde qui me dit ah oui bon écoute, justement quand on parle du grand public, j'en parlais à mes voisins qui me disaient ah bah oui mais bon les pyramides égyptiennes c'est quand même autre chose que ton fromage. Je dis ah bah non, moi, pour moi c'est une des découvertes les plus exceptionnelles qui soit. Donc et l'archéologie fera toujours ce type de découverte. Et là par exemple découverte récente, donc au nord de Rome, dans le lac de Bracciano, donc petit lac volcanique au nord de Rome. Donc on a un des premiers villages néolithiques connus de l'Italie. Et comme on est en milieu ici humide, bien tout est très bien conservé. Et non seulement, alors c'est pas encore vraiment étudié, analysé, on a juste les rapports de fouilles. Là, on avait un village dans lequel ils produisaient du fromage, et non seulement on a des restes de fromage, on a le matériel, y compris le matériel en bois. Donc vous voyez que là, on a toute ici tout le domaine technique et même quelques fragments de fromage sont conservés, plus les ossements animaux. Là, on a ici le cas idéal en archéologie. Donc pour ce village néolithique. Mais tout cela pour dire que vous voyez que là c'est encore c'est des fouilles actuelles, des fouilles très récentes, mais donc il y aura toujours ce type de découverte. Donc heureusement que les fouilles archéologiques sont là. Et là je ne désespère pas, par exemple pour notre région, pour la Bretagne. Là aussi il y a pas mal de découvertes actuellement qui sont faites au fond des puits. Que ce soit des puits gaulois ou des puits romains, dont du matériel en bois qui ressemble beaucoup à du matériel lié à la transformation des produits laitiers. Mais on va dire qu'il y a des obstacles à la fois culturels et techniques qui nous empêchent de faire l'analyse de ces objets. Comme vous parlez de la Bretagne, du coup, je vais revenir dessus. Dans votre ouvrage, vous revenez plusieurs fois sur la place de la Bretagne dans sa capacité à réaliser des fromages. Pouvez-vous parler de la qualité de ceux-ci et de l'importance du fromage pour les populations locales ? Alors, la qualité, ça, je ne peux pas en parler. À un moment donné, on peut pas, non, on peut pas parler de tout non plus. Donc, la Bretagne, pays sans fromage. Bon, moi, c'est ce que j'ai toujours appris. Et enfant aussi. Voilà, la Bretagne n'est culturellement pas un pays à fromage. Sauf que, justement, quand j'ai commencé à m'intéresser aux textes, alors que ce soit les textes d'époque moderne, que ce soit les textes d'époque médiévale, la Bretagne produit du fromage. La Bretagne exporte du fromage, comme l'un des plus grands exportateurs de fromage aussi est l'Angleterre. Et l'Angleterre qui livre des fromages en Normandie, par exemple. Bon, on se dit, c'est une sorte de monde à l'envers par rapport à notre perception que l'on a, le regard que l'on a actuellement sur le fromage. Donc en Bretagne, tout ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, on a la preuve, par les analyses de laboratoire, qu'on produisait du fromage au moins depuis l'âge du bronze. Après, la qualité du fromage, ça je ne peux strictement rien vous en dire, parce qu'on peut faire de l'archéologie expérimentale, mais le problème c'est que là il nous manque quand même les recettes. Et puis même si on avait les recettes, le fromage là, que vous pourrez goûter tout à l'heure si vous voulez, c'est de l'archéologie expérimentale, rien ne dit que le goût ici de ces reproductions de fromages antiques est fidèle au goût de l'Antiquité. C'est une proposition. Donc le goût, je peux strictement rien vous en dire. Si ce n'est que à l'époque médiévale et à l'époque moderne, les textes nous disent quand même que le fromage breton n'est pas bon. Le fromage breton n'est pas bon. Mais ils nous disent la même chose du vin breton aussi. Bref, le vin et le fromage en Bretagne, sauf qu'ils en exportaient quand même. Donc, et puis, alors je ne sais pas si c'est une anecdote historique, ils nous disent aussi que le fromage de Poitou, du Poitou n'est pas... Ah, par contre, ils nous disent pourquoi le fromage breton n'est pas bon. Le fromage du Poitou n'est pas bon, et là, ils expliquent que donc si le fromage du Poitou n'est pas bon, c'est parce qu'il y a des Bretonnes immigrées qui sont venues dans le Poitou et qui sont venues justement initier les femmes poitevines donc à la fabrication du fromage. Alors vous voyez, c'est un peu le monde à l'envers. C'est des femmes bretonnes qui viennent dans le Poitou initier donc les femmes locales à la fabrication du fromage. Raison pour laquelle le fromage du Poitou n'est pas bon.
puisqu'à l'origine, c'est des recettes bretonnes. Et pourquoi le fromage n'est pas bon? Mais c'est pour une raison très simple, parce que le lait est trop écrémé. Donc, et comme le lait est trop écrémé pour faire du beurre, justement, ça produit donc un fromage, on va dire, de deuxième qualité. Très bien. Juste pour vous dire, par rapport à votre question, ça, c'est une forme de fromage qui se faisait en Bretagne au XVIIIe. Hein, c'est une réplique d'une faisselle, mais regardez le type de fromage qui pouvait se faire. Alors, en Bretagne, là, on est du côté de Rennes pour ce type de fromage. 18e, et j'essaye de voir s'il n'y avait pas les mêmes faisselles au 17e. Très bien. Donc, comme vous venez de nous parler des femmes, je vais rebondir sur une autre question concernant les femmes. Quelle relation entretiennent les femmes avec les fromages en ce qui concerne vos périodes d'études? Alors, pour l'Antiquité, la réponse est rapide. Hein, on a très peu de sources, donc qui puissent nous parler des femmes. Et à la différence des époques postérieures, et surtout à partir du XVe siècle, où là, on a nombreuses. Les références sont incroyablement nombreuses. Sur les femmes et les produits laitiers en général. Pour l'Antiquité, déjà, on va avoir des sources qui vont être différentes. Donc, entre le monde byzantin, je mets le monde byzantin dans l'Antiquité, je me permets, entre le monde byzantin et puis on va dire le monde gréco-romain antérieur, on voit bien qu'il y a une différence très nette ici en ce qui concerne la fabrication du fromage. Mais on va dire que les textes des agronomes latins ne nous donnent pas de précision. Coloumel nous dit que c'est d'abord et avant tout le berger qui doit fabriquer le fromage, mais on sait bien que ça correspond à une sorte de généralité, qu'il n'y a pas que les bergers qui font les fromages dans toutes les petites fermes, qu'elles soient gauloises, qu'elles soient dans n'importe quel endroit de l'Empire romain, on fabrique du fromage. Alors, est-ce que c'est les hommes, les femmes? Pour l'Antiquité, les sources textuelles sont très très peu nombreuses. À la différence donc des sources, donc je vous dis à partir du XVe siècle, où là, ce sont d'abord, pas seulement, mais d'abord et avant tout les femmes, donc qui font le fromage. Et je dirais que cette présence féminine pour la transformation laitière est caractéristique jusqu'au début du XIXe. Et là, je parle de l'Europe occidentale. C'est d'abord et avant tout les femmes qui transforment donc les produits laitiers. Et quand, alors pour des raisons, alors là, ça pourrait nous emmener loin, quand on assiste au tout début de l'industrialisation et à partir du moment où une professionnalisation du fromage, là, ça devient d'abord et avant tout un métier d'homme. Et on a vraiment les textes, début 19e, c'est les années 1820. Quand je dis début 19e, on va aller jusqu'aux années 1820-1830, où on nous dit que dans ces textes que les femmes font très très bien le fromage, mais il vaut mieux faire appel à des hommes. Alors pour différentes raisons, mais qu'il vaut mieux faire appel à des hommes pour travailler dans les fruitières. Et puis la raison principale, c'est d'abord la promiscuité. Donc des fromagers en fait, qui vont de ferme en ferme, et c'est la raison pour laquelle on dit il vaut mieux que ce soit des hommes plutôt que des femmes. Vous avez justement parlé des sources comme Homère. Pour un lecteur qui est non-historien ou non connaisseur de l'Antiquité, ça peut paraître un petit peu étonnant d'utiliser des sources mythologiques, puisque c'est des éléments un peu fictifs. Comment est-ce que vous les utilisez et pourquoi ? Alors bien sûr, sauf que la description alors bien sûr que là, on est dans le mythe, sauf qu'évidemment, comme tout mythe est parlant, et éminemment parlant ici à la rencontre de l'homme civilisé et du barbare, sauf que le lien entre les deux, c'est comme le fromage, parce que là, c'est un barbare qui fait du fromage, et un barbare qui fait très bien le fromage. Et surtout, là, le texte d'Homère est quand même impressionnant au point de vue technique.
Donc c'est-à-dire que là, Homère n'invente rien. Ici, Platon, oui, quand Homère écrit au 8e siècle, là, les descriptions qu'il donne des claies qui sont remplies de fromage, des vases donc, qui sont utilisés pour garder le petit lait. Bien, tout ça, évidemment, c'est des informations techniques très précises et qui ne sont pas inventées. Du coup. Et donc, on a quand même. C'est quand même un épisode que moi je trouve très très étonnant. Hein. Et puis quand on voit les compagnons d'Ulysse qui se jettent sur les fromages pour les voler, qui auraient pu se contenter justement de ne manger que les fromages et de ramener des fromages chez eux. Et au lieu de cela, donc, ils vont connaître évidemment de sérieuses mésaventures donc, en rencontrant le fromager lui-même. Mais, et comme vous voyez, c'est un mythe, bien sûr, mais c'est un mythe qui rencontre d'autres légendes méditerranéennes, comme je vous l'ai dit, en Corse, donc le bon fromager qui a l'œil du fromager. Et d'autres légendes que l'on peut rapprocher en Italie du Sud, en Sicile. Alors je ne parle pas seulement du Cyclope, mais d'autres légendes qui croisent vraiment les mythes homériques, et des légendes qui remontent au Moyen-Âge et parfois même à la fin de l'Antiquité. Et on voit que là, on a un fond culturel lié justement au lait et aux produits laitiers qui est très très riche. Donc évidemment, si on a ce fond culturel, mais à partir duquel on peut tirer des informations techniques. Aussi parce que ces informations techniques, Homère donc les connaissait très très bien. Justement, en quoi est-ce que l'étude des produits comme le fromage permet-elle de comprendre les sociétés, puisque dans votre ouvrage, vous faites par exemple une comparaison entre les pyramides et le fromage. En quoi est-ce que c'est aussi important ? Ah oui, le fromage. Après, bien sûr que je lui donne de l'importance parce que donc je travaille dessus. Mais le travail, c'est quand même un produit alimentaire qui traverse les siècles, un produit alimentaire qui est commun de très nombreuses cultures, de très nombreuses civilisations, mais comme toujours, donc notre regard n'est pas objectif, parce qu'évidemment, nos goûts, ce sont nos goûts actuels donc du fromage, en sachant que nos goûts actuels, donc en 2024, ne sont pas du tout les goûts alors je ne vais même pas prendre nos aïeux de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, mais de nos arrière-grands-pères. Le fromage, quel que soit le fromage, n'a absolument pas le même goût qu'en 1824. Donc sans aller jusqu'à dans l'Antiquité. Et là, on a aussi, alors on le sait parce que pour 1824, on va dire le 19e siècle, on a les recettes, donc on sait comment sont faits les fromages. On a les textes aussi qui nous parlent des goûts du fromage. Et les meilleurs textes sur le goût du fromage au 19e siècle, devinez, c'est des textes anglais. C'est les Anglais qui parlent le mieux du fromage. C'est eux qui nous donnent les recettes les plus complètes pour les différents types de fromage. Et de nombreux guides du 19e siècle sont en fait traduits de l'anglais, y compris en France et même en Italie. Et les fromages, ça correspond vraiment à des cultures alimentaires. Si vous allez en Italie, vous leur parlez de fromage, eux disent que c'est leur culture alimentaire et que leurs fromages, évidemment, sont bien meilleurs que les fromages, et bien plus anciens que les fromages français. Si vous dites ça, c'est la même chose pour le vin. Hein. C'est ce qu'on appelle du chauvinisme, ici alimentaire. Mais moi, évidemment, je leur dis qu'ils ont raison. Quand je suis en Italie, évidemment. Je ne dis surtout pas le contraire, et d'autant plus que leur fromage est évidemment très très bon. Mais, et puis, donc, si vous allez au Liban, c'est la même chose. Si vous allez en Grèce, c'est la même chose. Ils ont une culture du fromage qui est très différente. Si vous allez en Espagne, c'est la même chose. Et y compris, même si on les regarde avec dédain, en Angleterre. Même actuellement, ils font du très très bon fromage en Angleterre, en Irlande, en Écosse. Donc on a une sorte de chauvinisme ici, laitier et fromager. Mais c'est pour dire à quel point les goûts des fromages peuvent être différents d'une époque à l'autre et d'une culture à l'autre. Et la technique de fabrication du fromage, c'est très très simple. Sauf que il y a une diversité de goûts qui peuvent apporter par des simples petits détails techniques. Et c'est ça, en fait, qui est passionnant. Alors, évidemment, pour l'Antiquité, là aussi, je pense que dans l'Antiquité, on avait un monde des fromages qui était d'une infinie variété.
qui était extrêmement varié, et sans doute plus varié que maintenant. Maintenant, on dit avec fierté le célèbre mot du général de Gaulle, alors je ne sais plus si c'est 360 fromages ou 400 fromages, on a des versions différentes, mais autrefois, il y en avait infiniment plus de fromages. Dans chaque, maintenant on appelle ça des terroirs, mais dans chaque terroir, vous aviez un type de fromage différent. Vous avez parlé des goûts des fromages bretons, peut-être qu'il y avait certains qui étaient bons, mais quoi qu'il en soit, cette culture alimentaire, ici c'est une histoire de goût, de technique, de goût, une histoire culturelle, et puis pour les Romains, on connaît le goût des Romains pour les fromages. On sait qu'ils n'aimaient pas le pourri, on sait qu'ils n'aimaient pas tout ce qui est moisi. Ils faisaient tout justement pour d'avoir des fromages à croûte nue, donc qu'il n'y ait pas de moisissure. Et puis quand il y a eu la révélation, je ne sais plus, il y a 3 ou 4 ans, d'une analyse qui prouve que dans le monde celte, mine de Hallstatt, donc il y a donc le bleu était connu, type de fromage, à pâte persillée. Ça recule de plus de 1000 ans, l'invention du fromage à pâte persillée. On s'aperçoit que c'est les barbares qui, soi-disant, ne savent pas faire le fromage, selon les Romains. Alors que justement, je pense que les meilleurs fabricants de fromage, ça devait être eux, puisqu'ils connaissaient ce type de fromage à moisissure. Merci de nous avoir présenté votre ouvrage. On va vous laisser la parole pour nous présenter justement les fromages. Peut-être pour amorcer votre présentation, on peut vous demander une petite différence, nous expliquer la différence entre les types de fromages, justement maigre, mou, dur, par exemple. Ah oui. Bon, alors donc je vous ai fabriqué donc différents fromages, certains qui sont vieux et d'autres qui sont tout frais. Donc, voici le matériel qui est utilisé. Je fais appel à des potiers spécialisés en archéologie, donc qui font des répliques. Donc là, vous avez des répliques de faisselles de différentes périodes. Hein, je vous ai dit, ça c'est le 18e. Les formes de fromage pouvaient être incroyablement variées, autrefois beaucoup plus variées que maintenant. Là aussi, depuis le 19e siècle, on a une banalisation en fait, des formes de fromage qui est très triste. Autrefois, on faisait des fromages de formes très différentes. Ça, c'est donc une faisselle de l'âge du bronze. Faisselle ici néolithique et âge du bronze, donc une des plus anciennes qui soit connue. Puis vous voyez qu'il n'avait pas de fond. Donc ce qui faisait que certains collègues archéologues disaient que ça n'a jamais pu servir de faisselle, alors que ça marche très bien comme faisselle. Ça, c'est début 19e siècle dans la Sarthe, un type de fromage qui se faisait dans la Sarthe et qui a disparu avec l'industrialisation. Fromage fermier qui a disparu dans les années 1860. À gauche, vous avez un moule romain, un moule à fromage romain. Et puis là, vous avez 2 mortiers, donc, qui sont des répliques très fidèles de mortiers, un en céramique sigillée et l'autre en céramique commune, de mortiers qui ont été découverts dans une cave romaine de Vannes il y a 3 ans. Et on a fait des analyses dans les 2 mortiers originaux. Et devinez ce qu'on a découvert, évidemment j'étais content, du lait. Donc Pourquoi ? Parce que, alors évidemment là, si vous voulez goûter au fromage, on va goûter à notre manière, c'est-à-dire on va manger donc une part de fromage avec du pain, codification qui là aussi remonte au Moyen-Âge, en sachant que dans l'Antiquité, et même avant l'Antiquité, parce que là aussi on a des informations là-dessus pour la proto-histoire. Donc le fromage était écrasé, trituré dans un mortier, que ce soit du fromage frais, que ce soit du fromage dur, du fromage vieux et dur. S'il était vieux et dur, alors je vous ai apporté du fromage vieux et dur. C'est pas pour manger celui-ci. Voilà, ça c'est un fromage vieux et dur. Mais justement, moi, ça m'intéresse, il est dur comme de la pierre. Par contre, il est toujours comestible, il est toujours consommable, mais pas, là, vous vous cassez les dents. Mais ça, c'est ce type de fromage à râper. Type de fromage à râper. Celui-ci, vous voyez, alors celui-ci, donc, à 6 mois. Vous voyez, il a 6 mois et en râpé il est très bon. Vous voyez, celui-ci est en train de terminer de durcir. Bon, je fais ça aussi pour voir le vieillissement du fromage. Alors regardez, ça c'est le même moule qui a servi, vous voyez la réduction des fromages. Le moule originel donc fait à peu près cette taille-là.
Et donc, vous voyez que plus les fromages vieillissent, non plus ils durcissent. Alors, et donc, je les conserve à la manière antique, hein, là aussi, de voir combien de temps ça se... Celui-ci est encore un peu mou. Combien de temps il se conserve. Donc, je les mets dans des céramiques remplies de légumes secs. Donc en particulier, et puis en fonction des légumes secs, je vois le temps de conservation. Là aussi, je reprends des recettes antiques trempées, ce vieux fromage, alors ça c'est le vieux fromage dur, hein, et trempé dans le vinaigre ou trempé dans le vin. Hein, donc pour voir donc ce que ça donne, et après triturer, mélanger au mortier, donc pour faire une sorte de pâte alimentaire, hein, qui peut être plus ou moins bonne. Et puis des fromages plus, ça c'est un fromage qui a 3 mois, oui c'est ça, oui 3 mois. Donc il a été fumé, donc il avait un accident ici, hein, il a pris la flamme, donc celui-ci est encore tendre au cœur. Celui-ci celui-ci a 4 mois, donc il commence, mais justement je vais être curieux de l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Il a été fumé aussi. Hein. Et ça c'est des fromages frais de ce week-end, selon les recettes antiques. Donc c'est du fromage au romarin. Donc au lait cru de vache, avec le romarin donc, qui est laissé dans le lait, hein, avant que le lait ne soit mis à cailler. Et cela, donc vous en avez un qui est aux orties. Alors très vieille recette, ça, le fromage aux orties, hein, qui était très très apprécié, pareil jusque dans les années 1830. Et puis celui-ci, c'est un fromage donc à l'ail et aux orties. Voilà, ça c'est un de mes préférés, celui-là. donc voilà. Et puis donc Véronique donc, a fait l'achat donc sur le marché de Lorient. Donc de différents fromages. Donc voici un bleu. Hein, donc exactement le même type que le Roquefort. Alors des bleus, ça on en trouve un peu partout, hein, de l'Écosse, je dirais de l'Irlande. Bon, il y a un petit bout qui est tombé, je vais le manger. Il est très bon. Voilà. Donc un bleu. Donc ici, la caractéristique de ce type de fromage, c'est le fromage à moisissure interne. Il y a encore un petit bout qui est tombé. Et les fromages à moisissure interne, du coup, sont connus depuis au moins le 6e siècle avant Jésus-Christ, hein, comme l'ont prouvé les... Et ici, on est quand même dans un domaine qui est celui de la domestication des moisissures. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et on pensait que la domestication des moisissures n'était inventée qu'au Moyen-Âge. Hein, domestication des moisissures, et en particulier dans les monastères. Donc on s'aperçoit que non, puisque les Celtes savaient, a été retrouvée une souche de moisissures de type Roquefort, justement, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc là vous avez une tome qui sent très très bon. Donc type de tome, alors ça aussi, savoir donc des collègues qui se posent la question, est-ce que les tomes existent dans l'Antiquité? Mais a priori oui, les tomes existent dans l'Antiquité. Alors bon, après il y a différentes techniques, hein, de fabrication de tomes. Hein. Vous pouvez avoir des tomes à pâte crue, à pâte cuite, à pâte pressée et ainsi de suite. Quand vous avez des grosses tomes ici maintenant, alors si je me souviens, on peut faire des tomes jusqu'à 70-90 kg. Hein, donc ça vous fait ici des meules qui sont impressionnantes. Là, évidemment, c'est à pâte cuite et pressée dans ces cas-là. Sauf que, a priori, moi je pense que cela existait dès l'Antiquité. Alors ici, donc, vous avez un type de fromage. Ici, alors j'aime bien ces fromages en forme de cœur. Donc on en a différents types, hein, de fromages. Il n'y a pas seulement, il y a le Neuchâtel, mais il n'y a pas que le Neuchâtel qui est en forme de cœur. Ça, c'est un des rares fromages qui a conservé une forme qui soit originale. Alors pourquoi est-ce que ce fromage a conservé sa forme d'origine? Je ne sais pas. Mais comme je vous l'ai dit, avant l'industrialisation, il y avait un nombre fou de formes de fromage. Alors c'est pour ça que je vous ai dit que je suis céramologue à l'origine. Moi, je prends un plaisir fou
à travailler sur des formes de faisselles. Il y a des faisselles en forme de fleur de lys, en forme de poisson, en forme de cœur, enfin voilà, des formes extrêmement variées. En forme de croix et ainsi de suite. Et puis, je dirais que ce qui représente la base même du fromage, donc le fromage frais. Alors le fromage frais, on va dire que c'est le fromage le plus simple à élaborer, le fromage frais, que ce soit de vache, de brebis, de chèvre. Et alors ce qui est intéressant, ça va être de mélanger les laits, ça va être d'aromatiser ces fromages frais. Et le principe des fromages frais, c'est évidemment par définition qu'ils ne vont pas vieillir longtemps. Donc ça, de toute façon, c'est aussi la caractéristique du fromage, à savoir que normalement, il y a je dis bien normalement, il y a peu de danger à manger des fromages, dans le sens où nous avons quand même les yeux et le nez qui est là pour savoir que c'est la même chose pour le lait. Le lait qui a tourné, on le voit tout de suite, il y a peu de risque. Pour le fromage, c'est la même chose. On voit tout de suite quand il y a des mauvaises moisissures. Voilà, c'est le fromage-ci, non, il n'y a pas de mauvaise moisissure. Bon, voilà. Mais, je veux dire, dans la plupart du temps, il n'y a pas de danger à manger des fromages qui ont vécu, sauf si vous le repérez au nez ou à l'œil. Et donc ici pour ce type de fromage, c'est un fromage à croûte fleurie. Voilà, dont le plus connu est le camembert, le brie, voilà, un fromage à croûte fleurie. Et savoir est-ce que ces fromages à croûte fleurie existaient dans l'Antiquité, ça c'est autre chose. Parce que là aussi, il faut domestiquer, il faut entretenir les moisissures qu'on appelle nobles. Donc, alors ça, c'est des choses, j'étais étonné, mais très facile à fabriquer, un fromage à croûte fleurie. Fromage à pâte persillée, c'est facile à fabriquer, mais à conserver, c'est très très dur. Alors, fabriquer un camembert, c'est facile, mais c'est toujours la même chose. Fabriquer un bon camembert, c'est très difficile. C'est toujours la même chose. Faire un fromage frais, c'est pas difficile. Faire un bon fromage frais, c'est un métier aussi. C'est pour ça que moi, je me définis au niveau du fromage comme un amateur. Donc, je fabrique des fromages en tant qu'amateur. Parfois, ils sont bons. Rarement, ils sont très bons. Parfois, ils ne sont pas bons. Et ça, on ne peut pas le savoir. Et c'est le cas des fromages d'amateurs. Voilà. Alors, c'est pour ça que l'industrialisation est arrivée par là, pour essayer de gommer, en fait, cette irrégularité dans la production de fromage. Mais comme je ne suis pas un professionnel, à la différence des bergers corses ou sardes qui, depuis tout petit, savent faire du fromage, et on hérite de traditions qui sont très anciennes, même si, on va dire, les réglementations européennes limitent ces traditions, sauf qu'il y a quand même pas mal de bergers qui s'en affranchissent. Donc l'industrialisation a d'abord servi à ça, à faire des beaux fromages, et puis qui sont tous réguliers. Voilà. Sauf que, je termine là, et après on pourra goûter. Vous voyez les abus de l'industrialisation, c'est que, par exemple, on a réussi début du XXe siècle à faire des beaux camemberts donc à croûte bien blanche, sauf que quand le camembert a été inventé, la croûte était grise et pas du tout noir-gris, donc pas quelque chose de très engageant. Sauf que maintenant, ils s'aperçoivent qu'il y a une telle baisse, effondrement de la diversité génétique des moisissures de camembert, qu'ils pensent que le camembert aura disparu d'ici quelques dizaines d'années. Parce qu'il y a eu trop de sélection génétique pour faire le plus beau camembert. Et donc en ce moment, ils ont des problèmes. Alors ça, c'est un article de presse le mois dernier sur justement une catastrophe qui attend, parmi les diverses autres catastrophes qui nous attendent, il y a celle-ci, c'est-à-dire peut-être la disparition du camembert dans quelques dizaines d'années. Je vous invite à venir goûter. Donc pour ceux qui